Bonjour à tous, merci d'être venus en ce dimanche matin. Je sais que c'est toujours dur de se lever le dimanche matin pour les conférences. J'ai toujours peur en fait qu'en me mettant à ce créneau-là, qu'il n'y aura personne. Alors je vous remercie beaucoup d'être venus. Je suis l'auteur de la BD Pepper et Carotte. Si vous ne connaissez pas cette BD, ça ressemble à ça. Ça c'est une des couvertures, je crois, c'est tome 2. Pepper, c'est une petite sorcière. Elle a un chat qui s'appelle Carotte. Et puis voilà, c'est un peu des gags, des petites histoires, des petits chapitres. Et c'est aussi une bande dessinée où elle va grandir. Là, j'en suis après le tome 4 et elle doit avoir 20 ans actuellement. Là, sur la photo, elle l'a pas. Elle doit avoir même pas 14 ans à ce moment-là. Donc, j'avais prévu des petites slides rapides pour une autre conférence pour simplement montrer un peu à quoi ça ressemblait. Ça, voilà, tome 4 où elle est un peu plus âgée. Je fais de la peinture numérique. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que la peinture numérique, c'est le fait de peindre avec un stylet sur un logiciel. Ça va être un peu préparé que la peinture. On va faire des couches, on va prendre la couleur et tout. Sauf que voilà, c'est sur ordinateur. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez un tout petit peu déjà le principe. Donc voilà, deux, trois choses. Et puis j'ai un site internet, le site de Pepper et Carotte, où tout dessus est libre à lire. Et aussi la bande dessinée est distribuée sous Creative Commons. Et aussi il y a les sources. C'est-à-dire que tous les fichiers Krita, même les pinceaux, même tout, et je fais aussi des tutoriels. Il y a un seul avertissement, c'est que tout est en anglais pour les ressources. Il faut un tout petit peu d'anglais parce que comme je m'adresse un peu à toute la communauté Krita dans son ensemble, eh bien je reste en anglais pour ça. Pepper Carrot est traduit par contre, il y a je crois 68 langues à son actif. Alors elles ne sont pas toutes à 100%, il doit y en avoir une vingtaine à 100% de traduction, mais voilà, ça peut aider à faire lire ou à découvrir une langue aussi. D'ailleurs, il y a une fonctionnalité qui est le petit écrou quand il y a une bande dessinée, où on peut mettre le side-by-side, c'est côte à côte avec l'anglais. Donc vous pouvez par exemple mettre le japonais à côté de l'anglais pour voir un peu comment sont faites les traductions. Donc Pepper et Carotte a aussi, comme c'est en Creative Commons, il y a du cosplay dessus. Mais voilà, c'est un projet avec et les albums en France qui sont édités chez Glénat. Là, c'est la version anglaise auto-éditée. Et là, c'est comme ça que je bosse. Je voulais vous montrer, c'est très important le chat. Voilà. Je ne l'ai pas aujourd'hui, donc ça va bien moins marcher. Mais voilà, d'habitude, j'ai un double écran, j'ai une tablette écran aussi. Là, je vais avoir un ordinateur portable. C'est pas les mêmes performances, c'est pas le même type d'écran. C'est connecté à un rétroprojecteur. Voilà, je ne suis pas dans mon élément à 100%. Je vais me réadapter un petit peu. Et ça, c'est une petite bande dessinée que je fais en 4 cases et que je produis actuellement hebdomadairement. Tous les mercredis, il y a une petite BD en 4 cases comme ça qui sort. Ça me permet de partager ce réseau et puis de continuer à faire de la BD. Et je fais les épisodes de Pepper et Carotte en fond, qui eux vont sortir, prendre beaucoup plus de temps à sortir. Donc voilà, il y a Inkscape que j'utilise beaucoup, il va y avoir Kdenlive, mais aujourd'hui, on va faire du Krita. Donc, est-ce que vous connaissiez déjà Krita, en général? Alors, je vais lancer la bête. Enfin, elle est déjà lancée. Et je vais essayer de faire un dessin. Donc, les temps du dessin sont longs. Et c'est vrai que là, on va avoir 40 minutes. Si je pouvais faire un dessin compliqué et tout ça en 40 minutes, ça se saurait. Ça va me prendre plutôt un budget d'à des fois 8 heures, 9 heures. Donc là, ça va être plutôt une pochade, un petit sketch, quelque chose. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit tableau de fonctionnalités que j'aimerais vous montrer. Des choses qui différencient un peu Krita, des petites fonctionnalités qu'on ne connaît pas, mais qui sont bien pratiques. Alors comme ça, je suis sur un ordinateur portable, je vais me faire un document pas trop gros, 2400 par 1200. Savoir que normalement, je travaille à beaucoup plus haute résolution. Pour ceux qui vont regarder là dans la barre la résolution. Mais on va dire qu'il y a un petit manque de performance. Donc ça, c'est un peu une interface classique de Krita. On a le sélecteur de couleurs qui va être là. Alors par défaut, il doit ressembler à quelque chose d'autre. On a quelque chose pour le régler ici et choisir celui qu'on a envie. Moi, j'aime bien avec le carré parce que sur le côté, voilà. Sur le côté, il va y avoir du blanc au noir comme ça, et je peux choisir un gris à moitié ou bien voilà, un gris
à 90%, je trouve ça plus pratique. Une pile de calque et des pinceaux. Alors les pinceaux, on peut en télécharger en ligne, il y en a plein. Il y a un forum qui s'appelle Krita Artist avec plein de gens qui se placent plein de pinceaux. Moi j'ai un peu les miens. Je ne vais pas vous montrer les défauts parce que voilà, j'ai plutôt l'habitude de ceux-là. Et puis le principe de base, ça va être, donc est-ce que vous êtes familier avec le principe de calque dans les logiciels? S'il y en a qui ne le sont pas, ils me lèvent la main et il n'y a pas de souci, je réexplique. Ouais. Alors, les calques, ça va être vraiment comme les calques dans la vraie vie, comme dans des celluloïdes. C'est-à-dire des feuilles de plastique transparentes totales où on pourrait peindre dessus. Alors, si je mets par exemple là du gris et que je fais un autre calque par-dessus et que je vais mettre du rose, eh ben, ça va peindre par-dessus et je vais avoir cette représentation sur les deux petites vignettes là de calque du rose que je viens de faire. Je peux le tourner en off, celui d'en dessous aussi, et puis je peux décider de le passer par exemple en dessous et d'avoir ces effets-là. Ça va permettre par exemple d'avoir les lignes de dessin séparées de la colorisation, ou bien de quand on fait de la peinture, au lieu de peindre sur le même calque, on va faire un nouveau calque, comme ça on peut comparer si les ajouts qu'on a faits détruisent l'image ou l'améliorent. C'est très, très pratique et en plus il y a plein de fonctionnalités avancées. Et d'ailleurs je vais vous montrer ça. Parce qu'une des premières fonctions, je ne pense pas faire un dessin de lignes colorisées, on va plutôt faire une peinture. Donc je vais vous montrer une fonctionnalité que j'aime beaucoup pour les lignes colorisées, en tout premier. Et elle s'appelle le Colorize Mask. Alors, je suis désolé, j'ai une interface en anglais. C'est parce que j'utilise Krita depuis plus de 15 ans maintenant, et que en anglais. Donc quand je suis sur la version française, je suis vraiment un peu déstabilisé. Donc je vais essayer de traduire, mais c'est une approximation de ce que peut-être le traducteur français a fait derrière. Je vais faire des petites lignes. On va dire comme ça. Des formes abstraites, hein. N'essayez pas de trouver ce qu'il y a dedans. C'est simplement que je vous montre que ces formes-là, quand il y a des pointes et des picots comme ça pourrait être des petits cheveux, ça pourrait être... C'est très compliqué à coloriser. C'est-à-dire que si vous prenez un pinceau et que vous commencez à dessiner derrière, eh bien, pour ne pas déborder, ça va être difficile. Je vais mettre derrière le calque. Sur des petites formes comme ça, ce n'est pas un gros travail, vous pouvez vous dire ça se fait assez rapidement. Mais quand on a une image avec plein de lignes, avec des fonds, avec plein d'éléments, eh bien, il y a une fonctionnalité de Krita qui va être ce Colorize Mask qui va permettre d'automatiser ça. Et elle s'accède en faisant un clic droit sur le calque. On fait ajouter ici, hop, le Colorize Mask, Add Colorize Mask. Je sais que c'est écrit en petit, je suis désolé. Ça va créer comme ça, en dessous du calque, une sorte d'autre calque qui est associé. Et là, on va pouvoir mettre des marqueurs de couleur simplement dedans. On dit ça, je veux que ça soit par exemple en rose. Cette partie-là, je veux qu'elle soit en jaune. Et cette partie-là, je veux qu'elle soit en orange. Alors, pour Krita, il n'y a pas de fond, par exemple. Là, on dit, qu'est-ce qu'il va faire au niveau du fond? Il faut aussi lui dire. Sinon, le rose et le jaune vont s'étendre partout. Donc, par exemple, je vais faire du vert pour tout ce qui est le fond. Et je vais dire, tout ça autour, je voudrais que ça soit du vert. Et une fois que c'est fait, sur la pile de calque, là, il y a une petite roue pour pouvoir calculer. On va pouvoir lancer le calcul. Il y a une petite barre qui se met. Et voilà, Krita va nous montrer une prévisualisation. Donc les lignes sont mises en transparence pour nous montrer ce qu'il a fait. Il y a un petit crayon ici pour dire qu'on ne veut plus être en mode d'édition des marqueurs, pour voir le résultat. Et il nous montre un peu comment c'est fait. Alors pour beaucoup, il y en a qui disent, bon, bah, ça aurait pu être fait avec l'outil de le pot de peinture. Il y en a beaucoup qui connaissent le pot de peinture. Sauf que sur des pinceaux un peu plus complexes, là où il va y avoir, voilà, vous savez, cet aliasing, c'est-à-dire ces pixels qui vont être plus ou moins transparents, ces rebords de brosse, eh bien vous savez souvent qu'avec ce pot de peinture, c'est difficile d'avoir quelque chose de sympa sur ça. Alors que là, si je tourne en off mes lignes, alors, il faut que je convertisse ce Colorize Mask maintenant en calque de peinture. Et comme ça, je montre. Et vous voyez que la couleur apparaît au centre, en dessous des lignes.
C'est quelque chose qui est prévu, et en plus elle est complètement aliasée, c'est-à-dire que c'est presque binaire, c'est soit une couleur, soit l'autre. Ça permet de refaire des sélections très rapides sur ce calque-là et de faire une sorte de carte de couleurs. Pour les gens qui colorisent par exemple dans la bande dessinée, qui ont des lignes noires, c'est très efficace. C'est une des fonctionnalités qui attire beaucoup, ça fait gagner beaucoup de temps. Mais bon, je ne vais pas faire de lignes aujourd'hui, mais je voulais commencer par vous montrer ça. Ce que je vais plutôt faire, c'est de la peinture plutôt directe. Alors, je ne sais pas, les tonalités, on va partir sur quoi? On va partir sur du bleu. Ça me plaît toujours un petit peu. Moi, je suis plutôt un peintre qui aime bien partir sur du flou et de rendre les choses de plus en plus fermes. Il y a des peintres qui aiment bien faire des zones très fermes et après flouter entre les zones. C'est des approches assez différentes. On va peut-être faire un nouveau calque. Alors, j'essaye déjà de diviser un peu de la lumière et des ombres. On ne va pas partir sur quelque chose de très compliqué, pas un grand décor ni rien. Je vais faire simplement un visage avec des couleurs bien vives. Donc là, j'ai vraiment un pinceau qui fait vraiment des formes comme ça. C'est un peu comme si j'étais à l'éponge. Ça me permet d'avoir un peu de texture. Alors, à chaque fois que je prends de la couleur comme ça sur le canevas, ça me permet de prendre cette couleur par exemple ici, de la retravailler. C'est avec contrôle, c'est la pipette. C'est une fonction qu'on retrouve sur beaucoup de logiciels. Sur Windows, ça va être souvent Alt, la touche. Il faut savoir que dans les settings de Krita, dans les configurations, désolé pour tous les anglicismes d'ailleurs, il y a la moyen de passer de Alt à Contrôle. Pour ceux qui connaissent les raccourcis Photoshop, il y a aussi un moyen de basculer tous les raccourcis en raccourcis Photoshop. Je ne conseille pas trop parce que c'est pas mal d'apprendre aussi les raccourcis faits par Krita. Je trouve qu'ils sont assez justifiés bien souvent pour l'ergonomie. Et il va y avoir des raccourcis clavier qui vont être bien pratiques et assez mémotechniques en parlant de raccourcis clavier. Ça va être par exemple la touche K et L sur le clavier qui vont pouvoir assombrir pour K comme dark et L comme la lumière. Donc si j'appuie dessus, on va voir là, ce qui se passe dans le secteur de couleur. Je peux monter vite fait en lumière, ça va aller vers le blanc. Et si je mets K, ça va aller vite fait vers le noir. Alors là, quand j'étais sur le noir, ça casse les informations de couleur et après je me retrouve sur le gris. Mais on voit le petit rond qui se balade en haut sur mon sélecteur de couleur. Ça va me permettre, quand je fais par exemple là sur les cheveux, si je veux trouver simplement une tonalité en dessous, j'appuie 2 fois sur K et je vais pouvoir avoir directement un rouge plus foncé. Là, il était trop foncé, donc j'ai rééchantillonné sur mon canevas. Et juste au-dessus de K et L, il va y avoir la I et O en français sur le clavier. Et ça, on va pouvoir gérer l'opacité. Donc la petite barre en haut qui est ici, on peut gérer I pour plus transparent et O pour plus opaque. C'est encore un mémo technique. Les raccourcis clavier de Krita sont quand même bien pensés là-dessus. Je vais essayer d'avancer sur cette peinture un petit peu. Je mets un peu plus de rouge dans mes ombres. Pour l'instant, ça ressemble à un truc, une masse infâme, mais c'est totalement ce que je voulais faire. Ça va me permettre de retailler pour ça. Avec les cheveux rouges comme ça et puis une coupe, ça me rappelle Sintel, donc je pense que c'est elle que je vais dessiner.
ça fait très longtemps, donc c'était une personnage d'un des films de la Blender Foundation, et j'ai fait les concept art et la direction artistique sur ce film, donc c'est une vieille amie des personnages. Donc je vais construire comme ça le visage. C'est très difficile quand on a un visage comme ça parce qu'on a un axe de symétrie qui va être ici, par exemple là sur le nez, sur la bouche, et on va devoir quand même faire une sorte de symétrie dans l'espace, c'est-à-dire qu'il va y avoir les yeux qui, eux, vont être deux objets, là qui ne sont pas vus de face, donc qui vont être un petit peu, avoir une déformation différente. Ce qui va permettre dans Krita de pouvoir regarder si on ne se plante pas trop, c'est de regarder le dessin dans un miroir. Si vous êtes familier avec le dessin, vous savez que regarder votre dessin dans un miroir, tout d'un coup, il y a les yeux qui s'habituent au dessin, qui ont tendance à corriger notre propre dessin, et on le regarde de façon miroir pour pouvoir avoir ces erreurs qui nous sautent aux yeux, parce qu'on est trop habitué au dessin. Je ne sais pas si j'ai fait sens. Je suis désolé, je bafouille un peu. Et sur Krita, il y a la touche M comme miroir, hein, qui va permettre de regarder le dessin dans l'autre sens immédiatement. C'est bien de le faire de temps en temps, de regarder ce qui ne va pas. Dire par exemple, moi j'ai trop creusé ma joue là. Je suis en train de vraiment faire les masses fondamentales sur ça. Je vais commencer à prendre une autre brosse qui est un peu plus dure, les rebords, c'est-à-dire ce que ça fait entre cette masse-là et cette masse-là, vous voyez que je peux avoir un bord un peu plus dur. Et c'est ce que je disais, que de passer du flou au plus ferme. Et là, je vais pouvoir commencer à injecter plus de détails, plus de choses. Donc, on va mettre quelque chose qui est comme un point de focal, parce que comme là, on ne voit rien, les yeux ne peuvent pas s'accrocher sur un détail qui attirerait. Donc, je vais essayer de faire les yeux. Donc, je me fais un petit miroir, je regarde si les sourcils sont plutôt bien faits. Dans mon cerveau, en ce moment, c'est d'essayer de faire les choses bien, mais d'essayer de les faire vite. Ça, voilà. Toujours difficile. On va passer ces détails-là. C'est là qu'on voit que mon cerveau, il est un peu en mode utilisation du CPU, là. Parce que je ne peux pas trop parler en même temps que je passe ces détails-là. Je sais qu'une fois qu'ils sont passés, le reste, facile. Mais là, donc, ce que je suis en train de calculer, c'est la distance entre les yeux, c'est le côté globulaire des yeux, qu'on ait vraiment d'un côté et de l'autre cette forme-là. Et comme je ne fais pas de ligne de contour, j'essaye de tout construire comme en sculpte en fait. Donc je me sers par exemple là des cils et du bas et du haut comme des lignes pour pouvoir construire cette symétrie. Alors, là je vais faire le blanc de l'œil. Alors, pour les enfants ça va faire un peu peur parce qu'elle va avoir les yeux blancs, pas de nez, pas de bouche. Et c'est un peu normal. Il y a beaucoup d'étapes un peu ingrates dans la peinture. Je sais que dans le dessin, ça rassure beaucoup plus parce qu'avec les lignes, on a quelque chose qui apparaît un peu plus vite. Mais dans la peinture, quand ça apparaît, c'est tout colorisé déjà. Donc par contre, dans la peinture, on traîne souvent dans une vallée un peu dérangeante, longtemps avant de raffermir tout et que ça tienne. Là, j'essaye de me concentrer pour être le moins dans cette vallée dérangeante possible. On va faire les yeux qui regardent sur le côté, pour ne pas faire les yeux qui vous fixent tous. Ça aussi, c'est dérangeant. Ah, mais voilà, là, je me plante. Donc le miroir, très important pour pouvoir se corriger. C'est quelque chose que j'utilise énormément. Je vais aussi beaucoup utiliser un raccourci clavier qui, lui, n'est pas fait par défaut. C'est pour simplement afficher un sélecteur de couleurs. C'est dans les settings, hein, sélecteur de couleurs sur le canevas. Et ça me fait ce petit sélecteur de couleurs comme là.
Ça me permet de ne pas avoir la main à chaque fois qu'il va dans le petit sélecteur de couleurs. Ça apparaît sous ma main, et dès que je sélectionne la couleur, il disparaît. Donc voilà, ça me permet de faire des petits ajustements. Faut savoir que le clic droit du stylet, par défaut, on a carrément un beau sélecteur de couleurs, un historique autour et tous les pinceaux. Bon, simplement, c'est des petites fainéantises, c'est-à-dire que moi je suis là, non, tous les pinceaux, là j'en ai pas besoin. En plus, on peut lui demander avoir voilà, opacité, taille. Si vous appuyez sur Tab, vous allez être rentré en plein écran. Il y a des gens qui préfèrent sur leur tablette comme ça, écran, mettre Tab, être en plein écran et après ne travailler qu'avec le clic droit et faire leurs petits réglages. Il y a plein d'options qu'on peut mettre autour. Par exemple ici, une petite flèche vers le bas qui va vous permettre de faire le zoom si vous n'avez pas l'accès à un clavier. Ou bien il y a même la rotation, mais là je l'ai désactivé. Normalement c'est un rond autour pour pouvoir faire la rotation du canevas. Il faut savoir que tous ceux qui ont l'habitude des logiciels de type Adobe ou Quark Express ou de toute la chaîne du graphique, il y a aussi la triplette. La triplette, c'est CTRL espace, espace pour pouvoir faire le pan, c'est-à-dire se balader, CTRL espace pour pouvoir zoomer dedans, et Shift espace pour pouvoir faire la rotation. C'est une méthode de navigation dans les documents qu'on va retrouver même dans Acrobat PDF, dans tout ça, qui est un des gros standards. Alors là, bien sûr, je me suis défait, je vais remettre mon canevas à 0 degré. Et puis on va continuer à dessiner, parce que je vois l'heure qui tourne. On va faire la pupille. Je me souviens même plus, elle a les yeux de quelle couleur, Cintel? Je pense que je ne fais pas vert, mais là je fais marron. Bon. C'est pas grave, hein. N'allez pas me chercher l'info surtout. Je suis sûr en plus que c'est une info qui est très dure à trouver, à moins de regarder le film, de regarder toutes les images une à une. Donc, je vais faire la petite ombre sous les sourcils. Et puis après, on va s'occuper un peu de son nez patate. Il y a du boulot. Donc Krita a un stabiliseur aussi. C'est quelque chose qui est pour lisser les lignes. Là, je l'ai mis en off par défaut. Ça va se retrouver dans une palette comme ça sur le côté qui s'appelle les Tool Options. Normalement, c'est une palette qui est par défaut, quand on lance Krita, elle est un peu cachée derrière le sélecteur de couleurs, un peu comme une tab. Il y a une option pour pouvoir avoir les Tool Options, c'est-à-dire les options qui apparaissent ici dans une petite icône. C'est quelque chose que je préfère, c'est pareil dans les settings, c'est mettre les Tool Options dans un Docker ou dans la toolbar. Moi, je mets toujours dans la toolbar parce que ça permet. Et là, vous avez Brush Smoothing, donc voilà, le lissage de brosse. Et on peut demander, voilà, il y a plusieurs algorithmes. Ça, c'est pour ceux qui font des lignes très précises et qui ont besoin d'avoir des belles lignes. Il y a cette fonctionnalité-là aussi dans Krita qui est très très prisée. Pour la peinture, mes coups de pinceau, bon, j'en ai pas trop besoin. Donc je suis toujours plutôt à la désactiver, moi. Alors, le nez. Je vois d'ailleurs que les yeux, je les ai un peu trop écartés. Et dans ces cas-là, c'est là que la peinture numérique, ça va être chouette comparé par exemple à la peinture traditionnelle parce que je vais avoir tous les outils d'édition. Je vais pouvoir par exemple passer à une sélection. Dans ce cas-là, je vais faire une sélection. Alors, je ne sais pas si c'est très visible. Je vais prendre la moitié du visage. Ça va me faire cette petite ligne pointillée. Et je vais appuyer sur CTRL-T, où c'est l'outil ici de transformation. Et après, je peux prendre cette partie-là et en faire ce que je veux. Alors l'outil de transformation de Krita, il est assez impressionnant parce qu'il a plein de sous-modes. Les personnes ne le savent pas trop, c'est-à-dire qu'il y a ce mode-là où on voit les poignées, on se dit ouais, ça peut rétrécir, ça peut simplement bouger, hein. C'est ce que je vais faire normalement pour ce truc-là. Mais si on fait un clic droit dessus, on accède à plein de modes différents. Par exemple, le mode perspective, où là les points, ça va mettre quelque chose en perspective. Si j'avais une affiche pour la mettre dans un fond, en perspective par rapport au mur, ça pourrait être une déformation intéressante. Un des modes que j'adore, c'est le mode Liquify, que beaucoup d'utilisateurs qui viennent de Photoshop aimeraient trouver et ont du mal des fois à trouver sous Krita, il est là. Et ce mode-là, ça va permettre de peindre la déformation. Alors voilà, si je fais un œil qui était trop petit, là je pourrais m'amuser à le faire très grand. Enfin, c'est pas le but. À chaque fois je fais échappe pour revenir en arrière. Et puis il va y avoir des modes comme le mode cage,
où on fait une cage de déformation personnalisée. Et une fois qu'elle est faite, après, on fait un peu ce qu'on veut avec. Avec le mode cage, on peut carrément faire une cage autour d'un humain avec le bras et puis repositionner un bras. Donc les transformations dans Krita sont très puissantes. Il faut savoir voilà, qu'elles sont simplement, qu'elles se manipulent comme ça, ou bien dans les tool options, c'est-à-dire que dès qu'on a l'outil de transformation sélectionné, eh bien là, il va y avoir un petit menu avec des tabs en haut, avec le liquify et plein d'options sur la sensibilité du liquify, sur le rendu, sur... Voilà. Dans mon cas, je ne vais pas prendre liquify, je vais prendre le classique, et j'avais simplement des yeux qui étaient un tout petit peu écartés, je vais les rapprocher un tout petit peu. J'appuie sur Entrée pour pouvoir calculer, parce qu'en fait, pendant la transformation, on a quelque chose qui est une sorte de prévisualisation. Ça ne bouge pas vraiment les vrais pixels, ça bouge ce qu'on voit à l'écran. C'est pour les performances. Et je désélectionne pour pouvoir me remettre à peindre. Dans les sélections, d'ailleurs, il y a quelque chose de super dans Krita, qui est fait pour les peintres. C'est si je fais une petite forme, par exemple un petit reflet là pour les cheveux, hop, que je me mets par exemple à le peindre. Alors quand on fait une sélection, ça ne va peindre que dans la sélection. C'est un des classiques aussi. Alors je vais faire un petit reflet. Si je reprends mon outil de sélection et que je survole ma sélection, si je croise le bord, eh bien je peux, comme ça, la décaler et m'en servir de décalque. Ça, c'est très pratique. Quand on fait des sols de roches, de pierres, des petites herbes ou des choses, on fait un petit masque et on le déplace et on repeint. Bon, là, ça va faire un peu systématique pour les cheveux de faire ça. Je préférerais les faire à la brosse si je fais un reflet. Et puis bon, elle n'est pas encore très très bien là. Hein. Il va falloir que je la... On va faire la base du nez. Hop. Bon. Je n'ai pas un éclairage de fou. Hein. On a vraiment une lampe. Quand je dis éclairage, hein, ce n'est pas de la pièce, hein, c'est dans le dessin. Hein. C'est là, j'ai fait une source de lumière principale qui lui tape comme ça. Là, ça serait une ombre de cette mèche de cheveux. Elle est un peu forte, mon ombre d'ailleurs. Et voilà, pour la narine, on va avoir une toute petite ombre comme ça. Je vais regarder un peu où j'en suis. Et puis la lèvre supérieure, elle va être ombragée. Donc j'ai pris là presque la même couleur que le sourcil, que l'ombre des cheveux. En sachant que je peux moduler plus tard. Je vais sculpter un peu cette ligne-là. Donc là, il n'y a qu'une lèvre supérieure, donc c'est pas très joli. Hop. On va faire la lèvre inférieure. Et c'est là qu'on voit que le menton est vraiment trop petit. Il y a vraiment des problèmes. Il y a la joue qui passe ici. Oui. Ah, il y a beaucoup de... Oui, oui, oui. Alors, il y a la touche contrôle qui transforme en fait mon pinceau en cette petite pipette. Et je vais récupérer des couleurs de mon canevas pour par exemple dessiner celle-là, reprendre celle-là et repeindre. Et ce que je vais faire souvent, c'est que par exemple, je vais prendre ce rouge-là, je vais vouloir par exemple lui faire les joues un tout petit peu plus rosées. Si je prends ce rouge-là et que je lui fais, on va voir comme si c'était voilà, une peinture de clown, quoi. Mais par contre, si avec le stylet et à la pression, je vais faire simplement qu'effleurer et qu'ensuite je vais vite fait rééchantillonner cette couleur qui est simplement effleurée, je vais obtenir simplement le décalage qu'il me faut pour pouvoir lui faire les pommettes un peu plus rouges. Oui, et je me sers en fait de la toile comme une palette. Parce qu'il y a une des grandes capacités en fait de la peinture numérique par rapport à la peinture normale, c'est la façon dont les couches sèchent très vite. En fait, voilà, je peux repasser dessus. En peinture, si vous vous dites, ah ben là, j'ai ce bleu turquoise flashy et que j'ai envie de repasser sur ce rouge-là, il faut mettre l'épaisseur. Et puis peut-être qu'il va falloir deux couches. Parce que sinon, ce que vous allez avoir, ça va être... Alors il y a des pinceaux qui sont plus ou moins transparents, qui vont vous le faire un peu. Ça va vous faire une couleur comme ça en réel. Et puis il faudra attendre qu'elle sèche pour repasser, et ça vous aurez peut-être ça. Et puis en remettant, vous aurez un accent. Donc c'est sûr que là, on va pouvoir avoir accès à des pinceaux qui vont nous faire
du remplacement plus rapide, qui vont nous faire gagner du temps quelque part et du confort. Il y a aussi il n'y a pas de problème de support. La toile du canevas, le papier qui se barre en vrille ou qui se met à gondoler, là non, ça c'est pour ça que quand c'est apparu le digital painting, ça a été le saint graal pour les dessinateurs. On était là, waouh! Parce que moi, j'ai eu une longue période de peinture sur toile en galerie. Et à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu une période bleue, mais c'est parce que j'avais pas de sous pour m'acheter du magenta et du jaune. Donc forcément, je faisais avec les restes de peinture que j'avais à la maison, c'est période bleue. C'était marrant de dire ça à les galeristes. Ah, c'est ta période bleue. Je fais, ouais. C'est ma période bleue. Ouais. Oui. Oui, alors là, ce qu'on appelle des presets, c'est voilà, des enregistrements de pinceaux différents. Oui. Il y a plein de façons d'aller chercher des pinceaux. Il y a bien sûr ici, sur la roue avec le clic droit. Il y aurait en haut la petite icône là qui refait exactement ceci, hein, la liste. Si je les mets tous, eh bien là, je vais avoir toute la liste des pinceaux, tous, voilà, qu'il peut y avoir. Donc il y en a beaucoup par défaut avec Krita, hein. Et ça permet aussi de se les créer parce que juste à côté, on a aussi ici le Brosse Editor avec plein d'options pour qu'est-ce que la brosse va représenter, la puissance, la rotation. Donc on peut vraiment, il y a un bouton sauvegarder et se faire ses propres pinceaux. À un moment donné, si on a une opacité qu'on aime bien, s'il y a un angle qu'on aime bien, une taille qu'on aime bien et qu'on réutilise souvent, on va dans le Brosse Editor, save et on se fait son propre petit preset pour accélérer sa façon de travailler. Alors, il y a aussi donc une touche qui va être très importante sous Krita, c'est la touche Shift majuscule. Quand on la maintient appuyée et qu'on va dessiner sur le canevas, elle ne va pas peindre, elle va simplement agrandir la brosse ou la rétrécir de façon visuelle. Ça permet, si j'ai besoin d'un accent ici, je vais faire comme ça, je me dis, allez, j'ai besoin d'une brosse de cette taille-là, et je vais pouvoir déjà sculpter un peu sa narine. Bon, là, c'est peut-être pas avec le style que j'ai envie de faire, d'avoir autant de détails anatomiques. D'ailleurs, vous voyez que je ne fais pas de ligne. Je pourrais en faire une comme ça pour pouvoir faire un peu comme bande dessinée, montrer le volume du nez. Je suis en miroir là. Euh, à un moment donné, c'est difficile de savoir où on en est. J'ai beaucoup de dessins où j'arrive vers la fin et je fais ah ouais, en fait, je préfère en miroir. Dans ce cas-là, il y a dans Images, il y a des tas d'outils pour pouvoir faire une vraie transformation du canevas. Bon, la bouche, elle me fait une moue un peu bizarre là quand même, hein. Surtout, il y a une lèvre qui part un peu en vrille. Et ce que j'ai pas fait encore, c'est de reflets. Tout est assez mat. Je vais commencer à prendre un pinceau un peu plus fin, un peu plus décidé. Peut-être celui-là. Et là, je vais pouvoir commencer à travailler des petits reflets comme dans les yeux. Là, sur le globe oculaire aussi. C'est toujours difficile de faire des petits reflets sur le globe oculaire comme ça parce que ça peut lui faire les yeux brillants comme si elle avait bu un peu trop. Faut vraiment doser des choses. Vous êtes sans doute en train de voir plein de défauts et tout ça. Alors il y a aussi les filtres dans Krita. Et les filtres, ça va être des sortes d'algorithmes qui vont prendre tous les pixels qui sont sur le calque actif ou dans la sélection et vont par exemple permettre de décaler toutes les couleurs. Vous avez par exemple, normalement vous connaissez, hein, si je vous dis les filtres Instagram, je sais que c'est, voilà, pas Instagram, il ne faut pas citer ça, mais bon, ça parle ce genre de choses-là, c'est ce qui fait les couleurs un peu différentes. Eh bien, il va y en avoir beaucoup, hein, dans Krita. On va pouvoir ajuster la saturation, c'est-à-dire les couleurs plus saturées ou moins saturées, plus vers le gris. On va pouvoir faire la balance des couleurs si on veut que les teintes foncées soient plus dans le jaune, soient plus... Moi, j'aime beaucoup la balance des couleurs. Par exemple, là, j'ai une palette qui est un peu perroquet, je dirais, entre le rouge et le turquoise. Et bon, sur les mid-tones, c'est-à-dire sur les tons moyens,
bah, ça serait peut-être pas mal d'unifier avec... quoique là, ça va lui faire les cheveux orange, j'aime pas trop. On va peut-être aller dans les shadows. Le fond va être un peu plus... Voilà. De décaler un petit peu vers le jaune. Ça va donner plus un petit cachet. Ça va me mettre une palette un peu mieux. C'est théorique. Et j'ai aussi des courbes. Alors pareil, là j'ai fait le raccourci clavier, mais on peut le trouver dans Filtre, Adjust, et il y a voilà, les courbes, les levels, tout ça. Donc je vais me mettre en luminosité, et je vais simplement rendre la chose un peu plus foncée, donner un peu plus de caractère. Je peux regarder avant, après. C'est simplement, voilà, sur mon écran c'était un peu fade, ça manquait un peu de peps. Je ne vous montre pas l'outil de texte parce qu'il va changer bientôt dans Krita. C'est quelque chose qui est en réécriture. L'outil de texte, il n'est pas fou actuellement. Il fonctionne bien, il fait le job, mais on va dire qu'au niveau fonctionnalité, bah voilà. Je sais qu'il n'est pas trop aimé des dessinateurs de BD. Moi, j'utilise Inkscape principalement pour les textes de ma bande dessinée depuis longtemps. Mais la prochaine version de Krita, alors c'est pas vraiment la prochaine, c'est la prochaine grosse version, la version majeure, devrait avoir un outil de texte complètement réécrit et très ergonomique, qui est sur le Canva, qui fonctionne beaucoup mieux. Ça fait 2 ans qu'il est en réécriture, c'est quelque chose d'assez fou. J'essaye de lui faire un meilleur profil de visage. Avec les joues, c'est toujours difficile parce que on peut vraiment faire les côtés bonnes joues très vite, ou le côté squelettique. Ça ajoute directement beaucoup de caractère au personnage. Ou pas. Allez, je vais tricher un peu. Quand on met des mèches sur le devant, ça casse un peu la courbe, on se dit allez. On va refaire un petit reflet aussi pour les lèvres. Comme ça. Bon, les cheveux, pour l'instant, ça ressemble vraiment à une perruque. Ça me dérange. Hein. C'est ce côté vraiment... il manque de naturel. Alors, il y a des pinceaux qui vont être plutôt spécialisés à influencer les couleurs. On peut peindre, par exemple, avec de la lumière. Ça aussi, c'est de la triche. C'est bien. C'est-à-dire que voilà, je vais faire une petite source de lumière par là. Bon, là, ça fait un peu trop comme s'il y avait le phare. Il faut rester subtil. Voilà, un petit peu. Faire un peu sur le coin ici. Elle n'a pas de cou aussi pour l'instant. Ça me dérange beaucoup. Il faut que je fasse ça au moins avant qu'on atteigne 11h15. Ouais, comme je vous avais dit, hein, en temps limité, on ne fait pas des choses foufou en peinture. Mais si je m'étais mis à faire du dessin en ligne, en une demi-heure, ouais, j'aurais fait un dessin en noir et blanc avec les lignes. Bon, j'aurais dit, ah la couleur, on va voir ça plus tard. Donc, Krita est aussi connu pour ses modes de fusion. Alors les modes de fusion, c'est, vous voyez là mon pinceau, la façon dont il va écrire avec le fond, c'est-à-dire que les couleurs, les pixels du dessus, on va appeler ça les pixels A, sur le fond qui est les pixels B, eh bien simplement la fonction de base, ça va être remplacé avec plus ou moins d'opacité. C'est comme ça que le mode normal existe. Et il va y avoir plein de façons différentes de faire les maths entre ce pixel A et ce pixel B, le fond et la brosse qu'on a. Krita est connu pour être le logiciel qui a le plus de modes de fusion comme ça. Il y en a, je ne sais plus, une de 200 ou quelque chose. Il y a des petits accordéons ici, on peut les défaire. Donc on va voir dans les éclaircies, il y en a plein. Et vous avez tout en haut, celle qui est ouverte, c'est vos favoris. Si vous cochez une case, s'il y en a un que vous aimez bien, vous cochez la case et ça va aller dans vos favoris pour l'utiliser de façon plus fréquente. Il y a beaucoup de petits trucs d'ergonomie comme ça. Par exemple, il y en a un que j'aime bien, la Luminosity Shine de SAI, ça vient de SAI Tool, qui est une suite de dessins. Celui-là, c'est de la triche parce que c'est un mode de fusion qui va vraiment simuler la lumière. Donc voilà, je vais avoir vraiment une brosse qui, c'est comme si je prenais un spot et que j'éclaircissais.
Alors ceux qui connaissent ce genre de mode de fusion-là, ben voilà, on va pouvoir faire une petite... je devrais la faire froide. C'est une lumière de contour. C'est comme si je lui mettais un petit spot derrière, un peu pour pouvoir... Voilà, ça va faire un petit peu plus ce style. On arrive déjà là sur 2 lumières. Celle-là, elle reste discrète, mais d'ailleurs, là, j'ai fait des petites mèches, j'aurais pas dû. Ça va être plutôt ici. Elle est un peu plus haute, ma lumière. Voilà, c'est un peu mieux. Et comme il y a une lumière forte, ça va forcer un tout petit peu le contraste et faire un rebord à ces niveaux-là. Donc, hop, je vais essayer de foncer cette partie-là. J'appuie sur K, par exemple, pour avoir une tonalité plus basse. Il y a aussi, comme le miroir, une fonctionnalité qu'on va utiliser assez fréquemment, c'est de regarder l'image en noir et blanc. Ça va permettre de mettre toutes les couleurs à part et de regarder si les valeurs, si les profondeurs de luminosité de l'image fonctionnent. Et dans Krita, il va y avoir dans Image Propriétés, ici ce qu'on appelle le soft proofing. Donc là, moi, il est mis par défaut sur Grayscale, c'est-à-dire les gammes de gris. Et quand on appuie sur CTRL-Y, ça va passer le canevas dans ce mode-là. Mais dès que je prends la couleur, ça va être quand même, je prends du rouge. C'est rien qu'une sorte de prévisualisation. Ça va me permettre, là, si je vois que, ah oui, mes valeurs de gris sont assez mauvaises, il faudrait que ce foncé-là, je commence à rendre plus foncé cette partie-là. Ici aussi. Ça va me permettre de faire plus de modelé, parce que c'est simplifié en fait quand on est en gamme de gris. Tout d'un coup, je n'ai pas les informations de saturation et de teinte, c'est-à-dire dans les bleus, dans les rouges ou de température à gérer. C'est beaucoup plus facile pour le cerveau. C'est pour ça que quand vous voyez des portraitistes de rue, bien souvent, ils n'ont pas la palette de couleurs et tout. Ils vous le font au fusain en noir et blanc. Parce que sinon, ouais, ça prendrait déjà de plomb en couleur. Il faudrait avoir des bons sièges dans la rue. J'ai fait aussi les portraits de rue. Hop. Je regarde ma petite liste. Ah oui, une fonctionnalité. Je vais repartir en mode couleur. Hop. Ça, tout d'un coup, ça a beaucoup plus modelé un peu ses cheveux. L'arête du nez, honnêtement, vu la lumière qu'il y a, je pourrais vraiment la faire moins prononcée au niveau lumière. Elle y gagnerait. Ouais. Bon, c'est pas fou, hein. Alors il y a des pinceaux qui vont simuler plutôt à des fois l'aquarelle, des pinceaux qui vont simuler plutôt la peinture à l'huile, mais il faut voir toujours que c'est des simulations. Pour les personnes qui ont réellement fait de l'aquarelle ou de la peinture à l'huile, ça reste, voilà, c'est sympa, il y a des effets visuels qui ressemblent, mais il ne faut pas s'attendre aux mêmes ergonomies. Si on fait des problèmes avec les boîtes, là, les Docker et compagnie, et que ça arrive, hein, surtout quand on prend en main le logiciel, on se retrouve avec des choses comme ça parce qu'on n'a pas l'habitude du stylet, les boîtes apparaissent. Les choses, le bouton à savoir, c'est ici, un petit bouton dans le coin, qui va remettre l'interface, on peut remettre en minimal, défaut, et puis remettre les boîtes un peu dans l'ordre. Ça peut sauver. Quelque chose aussi qui arrive souvent quand on commence, c'est j'ai le pinceau qui ne peint plus. Et donc dans ce cas-là, il faut regarder pour aller dans surtout les sélections, select, et déselect tout, parce qu'il peut y avoir une petite sélection quelque part, et on n'arrive plus à peindre, on ne sait pas pourquoi, on est bloqué. En tout cas, je pense qu'on arrive sur le budget temps que je m'étais fait, c'est à peu près ça, voilà, 11h15. Donc s'il y a des questions... Ouais c'est un sujet, la gomme dans Krita? Oui, c'est un sujet. Alors, je vais répéter la question. C'est un sujet, la gomme dans Krita, ou voilà, la gomme dans Krita, c'est quelque chose. Alors, c'est parce que Krita a une ergonomie qui a été pensée au début très à part entière. C'était
les développeurs qui l'ont fait ont pensé pas en boîte à outils. Là, vous voyez, il y a un pinceau sur le côté. Le pinceau a été rajouté parce que la communauté n'arrivait pas à le trouver. Avant, c'était un petit zigouigoui à la place de cette icône-là. Parce que le core concept de Krita, c'est qu'on a des presets ici, hein, c'est ces trucs de peinture. Je vais mettre sur le côté un peu ici, qui permettent de tracer. Et après, on va avoir pas une boîte à outils, mais des modes de tracé. Par exemple, la ligne, où avec le même preset, on va pouvoir faire des lignes. Mais on va pouvoir faire aussi des carrés. On va pouvoir faire des ronds. Et la gomme, ça n'avait pas de sens de mettre une gomme ici, puisqu'on peut gommer avec la touche E, qui met cette petite gomme en haut, pour par exemple gommer. Alors là, j'ai du turquoise en fond, donc ça révèle le fond. Je vais faire un autre calque. Mais voilà, par exemple, de faire E, là je suis en mode tracé libre. Et du coup, c'est vrai que ça va déstabiliser beaucoup d'utilisateurs qui ont tendance à vouloir avoir la gomme comme un outil. Mais là, si vous voulez gommer en faisant des carrés, vous pouvez. En faisant un dégradé gommé, vous pouvez, parce que la gomme va être en fait dans chaque façon de tracer. C'est un autre paradigme. Et dans ce paradigme-là, ça va beaucoup déranger bien souvent les dessinateurs, parce que les dessinateurs, ben, ils vont avoir bien souvent une petite ligne, comme ça, et ils vont vouloir accéder à une gomme, et s'ils appuient sur E, ça va simplement transformer le pinceau qu'on a, donc une petite ligne, en petite gomme. C'est pas très pratique. Donc dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a, dans le Bross Editor, on peut demander ici, il y a deux options. Il faut par exemple que quand on a la gomme, on garde une opacité spécifique à la gomme. Donc ça permet, si on a un pinceau qui est en faible opacité pour faire des lignes, de dire on veut la gomme, que quand on passe en gomme, que ça soit opacité totale pour pouvoir effacer. Et il y a aussi que la gomme ait sa propre taille. Je vais prendre les deux. Et là, quand je suis en mode gomme, avec la touche E ou avec cette icône en haut, je me fais par exemple une grosse gomme. Et je rappuie sur E. Hop. Ça me fait une grosse truc. Bon. C'est raté. Non, il faut que je retourne. Et là, ça y est, grosse gomme, petit pinceau. Grosse gomme. Ah, ça ne se voit pas beaucoup hein, sur ça. Peut-être sur la peau ici. Désolé, Cintel, pour te faire des... Hop. Ça va permettre de passer de l'un à l'autre. Ensuite, il y a une autre façon de gommer maintenant qui est beaucoup plus moderne dans Krita. Ça a été longtemps la méthode. Alors, il y a des stylets, pas celui-là, mais qui ont une gomme au bout. Et quand on le retourne, ça changeait de stylet. Pour Krita, c'était un stylet différent. Et donc, on pouvait mettre n'importe quel preset qu'on voulait. Et donc, il y a des presets, c'est là les petits pinceaux hein, sur le côté, qui sont des gommes spécialisées. Ça permettait pour ceux qui avaient ça de passer de l'un à l'autre. Et il y a une icône aussi qu'on peut mettre dans la barre en haut qui va passer de l'un à l'autre. On peut faire un raccourci clavier dessus. Moi, je sais que c'est W, mon raccourci clavier. Donc, quand je fais une petite ligne, je fais le raccourci et puis maintenant, j'ai une grosse gomme directement qui apparaît pour faire ça. Et donc, voilà, en gros, j'ai ma gomme. C'est comme si l'outil gomme, mais comme ce n'est pas une icône dans la barre d'outils sur le côté et que c'est un paradigme un peu différent, ça a tendance à perdre les utilisateurs. Il faut savoir que l'équipe de Krita travaille à ce que la barre d'outils sur le côté, dans une version future, soit complètement éditable. C'est-à-dire que les personnes puissent mettre le mode de tracé avec le preset qu'ils veulent dans cette barre d'outils pour faire une gomme, pour faire des outils de solarisation, de brûler ou faire tout ça. Donc, oui ? Oui. Oui. Alors en bug reporter, c'est-à-dire que dès qu'il y a des fonctionnalités nouvelles, et ça, je vais tester le code, regarder, guider l'équipe pour pouvoir dire, ben voilà, cette fonctionnalité-là, les peintres aimeraient plutôt l'utiliser comme ça. Là, il faut penser à ceux qui sont sur petite tablette, sur grand écran. Enfin, voilà, c'est tout le test et tout le retour. Et j'ai beaucoup contribué, il y a de ça une dizaine d'années au début de Krita, parce que là, il fallait carrément le logiciel, le transformer en quelque chose. Et puis, les développeurs avaient beaucoup d'attention sur mon travail, puisque j'étais un des premiers utilisateurs professionnels hein, sur Krita. Donc, j'ai eu beaucoup de retours et puis j'ai eu beaucoup d'attention pour le personnaliser, ce logiciel. Mais voilà, en bêta test, le code, j'ai jamais voulu mettre les doigts dedans. Je me suis dit que ça serait ouvrir la boîte de Pandore pour moi. Après, je ne dessine plus là. D'ailleurs, la développeuse principale de Krita, ça a été ça. Elle a vu là, dans la suite Calligra Office ou K-Office.
et elle voulait faire des cartes pour sa campagne de jeu de rôle. Elle s'est dit, ah bah tiens, il me faudrait un éditeur pour pouvoir faire la carte fantasy. Et puis, ah bah tiens, je peux commencer à trifouiller le code, et puis voilà. 20 ans plus tard, elle est toujours dedans. Chef de projet et tout. Encore une question? Oui? C'est quoi? Il y a un modèle économique derrière Krita? C'est que des passionnés qui développent Alors oui, il y a un modèle économique, c'est-à-dire que c'est la Krita Foundation qui est là. Donc c'est une entité dont le but c'est de rendre Krita mieux, tout simplement. C'est hollandais. Le business model, c'est simplement les donations, des appels à donations. Et ces donations permettent d'avoir un pécule qui vont permettre d'avoir des salariés. Donc il y a 2 ou 3 personnes pour le moment. Et voilà, des fois, il va y avoir des sponsors comme Intel qui vont dire bah, nous, on aimerait bien que vous nous fassiez quelque chose pour les ordinateurs convertibles, pour avoir le touch ou des choses comme ça. Et ils vont avoir des fois des budgets pour avoir des développeurs externes. Ou ils vont pouvoir faire les Google of Code, voilà, des étudiants qui viennent, qui ont besoin d'un mentor, mais qui vont faire une fonctionnalité pendant tout un été. Ça va permettre cette structure de pouvoir accueillir ce genre de prestations. Voilà. C'est une structure qui est très similaire à la Blender Foundation. Ils n'ont pas peur de dire qu'ils copient ce qui fonctionne. Voilà. Oui? Je vais revenir effectivement sur la partie traduction. Juste avant, bravo effectivement à l'artiste et Merci. sa performance et bravo à l'outil aussi. Juste pour une petite précision, Krita fait partie de l'environnement d'application de l'environnement graphique KDE. Donc on partage en particulier un aspect qui s'appelle la traduction. Donc je vais lancer, je suis le seul traducteur effectivement de Krita pour la communauté de KDE. Je vais savoir c'est un boulot qui est assez énorme parce que Krita, c'est un énorme logiciel, très technique, dans lequel il y a l'application, le site internet, sur lequel il y a les publications, et aussi toute la documentation. Oui. C'est un truc assez énorme. C'est très technique. Alors je voudrais revenir sur la remarque que tu faisais sur la traduction en français. Je suis tout sauf un spécialiste du graphique. Donc si jamais il y a des personnes ici, des bénévoles qui veulent donner un coup de main, Oui. alors leur aide sera grandement appréciée. Je voulais juste savoir aujourd'hui, dans la traduction française, quelles sont les difficultés justement, parce que tu fonctionnes en anglais. Alors, pour l'enregistrement, c'est une remarque sur la traduction, sur quelqu'un qui fait la contribution en français depuis longtemps, que je remercie beaucoup. Alors, déjà désolé parce que la version française, je la vois des fois, mais que sur YouTube, dans les tutoriels des Français qui l'utilisent. C'est là que je la découvre. Moi, sur mon ordinateur, je ne vais pas la lancer. Je sais que si quelqu'un s'en plaint d'un terme, c'est bien aussi de le remonter sous forme d'un bug report ou quelque chose. Je sais que les traducteurs de tout pays derrière les logiciels libres, eh bien, ils n'ont pas beaucoup de crédit, et ça, alors que c'est un travail immense. À chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, ça casse les textes à refaire et compagnie. Pour avoir le projet de bande dessinée avec toute une équipe de traduction, je sais que c'est un travail de monstre derrière qu'il y a. Donc, c'est super. Je ne connais pas vraiment les besoins par rapport à la traduction française. Je suis désolé. Pour l'application, Oui. l'objectif c'est de fournir quand même une application qui soit à 100% traduite. Oui. Avec effectivement tous les aménagements, j'avais une terminologie qui peut être très technique. Par contre, aujourd'hui, le chantier qui a été laissé de côté, parce qu'on est 5-8 traducteurs actifs, c'est toute la partie documentaire en français qui est totalement abandonnée. Ah, dommage. Oui, c'est vrai qu'il y a une documentation. Hein. D'ailleurs, c'est une des fonctionnalités clés de Krita. Vous appuyez sur F1 dans tout Krita ouvert et ça va vous lancer un navigateur Internet. Et bon, là, je n'ai pas Internet, donc forcément, il va se planter. Mais ça me lance dockrita.org où il y a un champ de recherche pour pouvoir voir toutes les fonctionnalités. Donc, s'il y a un label, c'est une sorte d'écriture sur l'interface, vous ne savez pas trop ce que ça fait. Normalement, il y a des pages à chaque fois pour expliquer un peu comment on s'en sert et comment c'est. Bon, l'heure tourne, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir prendre plus de questions. Ah, t'en avais une, Benoît? D'accord. Je vous remercie encore tous d'être venus. Et puis bonne suite de conférences de Capitole du Libre, et puis peut-être à l'année prochaine.